on n'a pas les mêmes besoins sociaux. Et si on est pris dans la prison de ce schéma social mais non, ça prend des amis. Mais là, c'est parce c'est sûr qu'on va souffrir, parce que oui, mais non. Puis là, les amis sont toujours en train de te refléter à quel point t'es pas adéquat, ou t'es trop différent, ou t'es pas... Donc, entre autres, ce petit gars-là, tu sais, le premier automatisme de dire, clairement, il y a un problème social. Tu sais. Non, il n'a pas de problème social, il n'a pas besoin. Donc, laissez-le aller seul. Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Ce qui est précisé dans les études américaines, d'ailleurs, il y a plus d'autonomisation et la construction est beaucoup plus individualisée depuis beaucoup plus jeune, d'ailleurs, en termes d'arbitrage et en termes de processus d'évolution, de révolution. Sur ce que tu viens de dire, j'ai quand même une question. Moi, j'ai plein de gens qui me parlent. Si tu veux, c'est habité, tu les vois pas, mais j'ai du monde qui me parle derrière. Alors, ça m'aide parce que je fais des séminaires, des conférences, ils me répondent. Si je raconte des conneries, ils me le disent. Mais sinon, j'ai personne en blouse blanche qui vient me chercher le soir, je te promets. Mais je ne dis pas tout, hein. Mais là, il y en a plein qui me parlent, ils sont comme ça. Et si tu veux, il y a beaucoup d'atypiques. Après, il faudra quand même qu'on parle des THP. Il y a beaucoup d'atypiques qui ont envie de sauver le monde, qui ont envie de sauver les gens, et en fait, qui se prennent des murs. Ça se retourne contre eux. C'est-à-dire, là où ils veulent amener de ces transformations, c'est en dehors de la matrice, c'est en dehors des champs de représentation, ça peut être très philosophique. Je peux tout de suite t'arrêter, mon cher. Ici, on parle pas de sauver le monde. Et on parle pas d'idéalisme intense. C'est-à-dire l'idéalisme, oui, c'est pas réaliste. On parle de s'engager. Pas dans la trajectoire de l'autre de vie. Là. Moi, là, okay, dans le meilleur des mondes, je te dis, pour moi, si j'étais dans un idéalisme intense, probablement que je voudrais éradiquer la pauvreté dans le monde. C'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Maintenant, je suis aucunement, c'est pas ma trajectoire de vie à moi. Je parle pas d'une trajectoire idéaliste qui n'existe pas ou dans ta trajectoire. Que toi, avec l'humain que tu as construit jusqu'à maintenant, pas avec un autre que tu aurais aimé être, ça ne sert à rien. Tu as quand même une maison à payer, tu as des choses à faire. Puis avec ta réalité, tu es dans ce milieu. Comment toi, tu peux contribuer à améliorer quelque chose, d'être un morceau de la chaîne humaine avec laquelle on vit. Donc, c'est parfois quand on a des gens qui veulent sauver le monde, ça, c'est irréaliste. Ici, on ne parle pas de sauver personne. On parle de contribuer à transformer quelque chose pour l'améliorer, pour plus d'humains autour de toi, faire du bien autour de toi. J'ai mélangé plusieurs sujets. Il y a la partie de sauver le monde, mais il y a la partie d'amélioration continue de la vie de tous les jours. Et il y en a quand même qui se prennent des retours. Tu vois ce que je veux dire, qui se prennent des retours, c'est-à-dire qu'ils voient plein de choses à améliorer. Et en fait, il peut y avoir des phénomènes de projection, de jalousie, de compétition, et que eux-mêmes ne voient pas venir parce qu'ils pensent faire le bien, et en fait, ils voient pas l'effet qu'ils produisent quand ils font ça. Moi, là, je me fâche. J'ai dit, comment ça, t'as pas vu venir ça? Comment ça, t'avais pas les forces psychologiques et sociales nécessaires pour amener le changement que tu voulais? Ça s'apprend. OK? Ça s'apprend, ça se réfléchit. Ça s'apprend pas chez le médecin. Ça s'apprend en coaching. Ça s'apprend avant de se lancer aux Olympiques du changement. C'est pas parce que tu as une bonne idée que tout le monde va te suivre. En passant, ça peut être une bonne idée pour toi et pas pour la norme, parce que c'est la norme que tu veux changer. c'est le groupe général, c'est les processus c'est ça. Mais avant de vouloir changer, il faut comprendre pourquoi c'est là. Il faut analyser, il faut comprendre d'où on vient pour voir qu'est-ce que je peux faire pour. Puis attends, il faut prioriser. Parce que, chose certaine, si tu veux changer ça ici, là, là-bas, là, puis
Mais il faut d'abord avoir dit, OK, mais est-ce réaliste de vouloir amener la norme là? Il faut la comprendre, cette norme. À quel rythme il fonctionne? Pourquoi il y a ça dans cette entreprise? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une raison à tout ça? Là, tu remènes des prérequis, c'est-à-dire, alors, oui, ce que je disais touche plus les gens qui sont ignorants de leur fonctionnement ou de leur singularité, et ce que ça peut produire chez les autres. Et effectivement, tu parles de la nécessité de comprendre des interactions sociales, du fonctionnement des autres, des champs possibles. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas détectés. Beaucoup. Détectés ou pas, sincèrement, là, c'est pour moi, tout le monde a un potentiel. Et qu'on soit détecté ou pas, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, puis qu'on n'est pas obligé de mettre l'étiquette douance. Peut-être qu'il pourrait l'avoir ou pas, je sais pas, c'est pas. Mais bonnes idées ou pas, il suffit pas de lancer une bonne idée pour que ça se produise. C'est beaucoup plus complexe que ça, le changement. Donc, un processus de changement, ça demande une réflexion sur soi, sur l'autre, sur ce qu'on veut changer. Ça demande une période d'observation. Ça demande beaucoup d'humilité. Énormément d'humilité. Qui manque à énormément de gens qui se mettent l'étiquette HPI ou auquel on met l'étiquette HPI, THPI. Okay? Je suis d'accord. Ouais. Nous, l'humilité, il y a des études qui montrent que les plus grands leaders sont très humbles. Okay? L'humilité est nécessaire. Nécessaire. C'est un ingrédient nécessaire pour amener les changements qu'on veut. Okay? L'humilité et la diplomatie. L'humilité est la force psychologique la plus importante après le courage. Et la diplomatie et l'empathie cognitive, pas juste affective, cognitive. Ce sont les deux forces sociales les plus importantes pour que tout le reste puisse fonctionner. Et on en parle très peu. Et on a tendance à mettre la faute sur le dos des autres et du cadre et du mon Dieu système mais à quoi ça sert? Fabrice, un crayon, là, OK? Ça sert à écrire. Passer 3 heures à chialer contre le milieu scolaire. À quoi ça sert? Je sais pas. À pas bouger. Voilà. Maintenant, à pas bouger. Analyser A, B et l'écart entre les deux. Donc, les obstacles. Qu'est-ce que ça prend? Comment? Puis, je vais donner cet exemple de, entre autres, puis on revient à ma trajectoire un petit peu. Moi, comme je disais, j'ai toujours travaillé en double exceptionnalité, en fait. Mais j'ai pas imposé rien aux gens, j'ai pas chialé, j'ai pas été revendicatrice, j'ai été responsable, rigoureuse, autonome, j'ai fait mes choses. Je me suis formée, j'ai commencé à développer mon équipe. Et quand la société, quand le groupe, la norme, la plupart des gens se sont tranquillement réouverts à en entendre parler, parce que c'est pas des blagues, quand je suis arrivée à l'université, c'était le pire moment de la grande noirceur, et j'avais un article scientifique, Journal of Intelligence et of Attentional Disorder, un autre. Je mets ça devant un professeur d'université qui me dit que ça n'existe pas. J'ai dit, OK. J'ai arrêté. Ça sert à rien, là. C'est d'une inutilité. Il y a une résistance devant moi que je ne comprends pas. Si j'attaque, moi, je suis flexible, mais j'ai un mur de briques devant moi et j'essaye de le faire bouger. Qui se fait mal? Moi. C'est non. Donc, j'arrête, je fais mon travail. Et quand l'environnement, le monde, la société se réouvre, je suis prête à avoir un rôle d'influence qui permet de lancer des choses et de voir ce que les gens vont en faire. Okay? Mais après, les gens sont libres d'en faire ce qu'ils ont à en faire. Je veux dire, si je peux pas... Je pense que d'être très pragmatique aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup aidé. Mais j'aurais comme envie de demander aux gens de réfléchir un petit peu à leur façon d'entrer en relation avec la norme.
on demande aux gens des choses qu'on fait pas. C'est comme si je te dis, Fabrice, je suis pas une voleuse. C'est pas dans mes valeurs. Je ne suis pas une voleuse, Fabrice. Je te jure, là, je te jure, tu peux laisser ton sac. Je ne suis pas une voleuse. Tu quittes, tu vas voir Gaëtan, tu reviens, je t'ai volé. Je suis une voleuse ou pas? Ben oui. Alors, juste blablabla sur ce qu'on ferait, là. Ah, moi, je changerais ci, je changerais ça. Ben, vas-y, Colin, go. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Si c'est aussi clair que c'est le B, là, que tu irais au B. C'est aussi clair pour toi. Comment ça, tu le fais pas? Pourquoi tu es assis à t'attendre que les autres le fassent? Moi, c'est ça. Fait que, comme je te dis, je pense qu'il y a une approche différente dans comment moi, en tout cas, je vois ce chemin-là, qui fait qu'au Québec, on a honnêtement avancé à un rythme exceptionnel. Tu sais, en 2017, j'ai écrit un dossier spécial dans la revue de notre ordre professionnel. J'ai fondé l'AQD. Puis, en 2020, on avait déjà ce document du ministère. Marianne, tu peux repréciser AQV? Oui, pardon. L'Association québécoise pour la douance. Donc, en 2017, quand il y a eu cette réouverture qui n'était pas causée par moi, il y a eu le documentaire, il y a eu des choses. Moi, j'ai contribué à informer de mon ordre professionnel, à fonder l'Association québécoise pour la douance. Puis, mais après ça, je les ai laissés continuer leur travail. Et là, sans que j'avais j'ai rien à voir là-dedans du tout. Le document du ministère est sorti, l'orientation. Et là, ça foisonne. Moi, j'ai continué en double exceptionnalité, qui était toujours mon origine à moi, ce que je voulais amener. Et là, il y a des équipes de chercheurs qui partent. Et donc, après, ben, c'est la responsabilité aussi des gens de cheminer comme ça. Mais j'ai passé des années à analyser les résistances que j'avais rencontrées, à refaire l'histoire du Québec, d'où on vient, comprendre d'où on vient, pour comprendre les obstacles que je rencontrais et quoi faire. T'sais? Fait que c'est ça. Faut parfois être plus réflectif que réactif. Dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais ramener sur le THPI ou au-delà du THPI? Oui. Je lâche pas la fenêtre. Ah non, tu fais bien, tu fais bien. Le THPI, je pense que c'est la zone dans laquelle on a le moins de littérature scientifique. Parce que en termes de QI, si on veut l'opérationnaliser en recherche, ben c'est extrait. Écoute, imagine, là, juste pour avoir un échantillon où tu aurais suffisamment de gens qui auraient performé de façon homogène en haut du 145 pour les comparer à d'autres choses. Pendant des décennies, les chercheurs c'est trop dur à opérationnaliser. Donc, on a les deux premières grandes études classiques, celle de Thurman et celle de Hollingsworth, qui ont fait ça. Et donc, qui nous donnent des informations sur ce qu'on peut penser qui est du plus proche d'un THPI. Ensuite, on a quelques petites choses là, par-ci, par-là, mais c'est tout. Et j'ai trouvé très peu de choses, hein, effectivement. J'ai trouvé Turner en Edwards. Ouais. Et après, c'est juste mon laboratoire à moi que j'ai croisé avec ce qu'ils ont fait. Ouais. Il y a un petit délai, des fois, je suis désolée. Donc, en fait, quand je te disais peut-être plutôt que ton approche dans l'unicité de chaque individu THPI, c'est celle-là la bonne. Parce que quand on lit, par exemple, il y a certaines études de cas où on a par exemple quelqu'un qui va partager les 2-3 personnes qu'il a vues THPI, va avoir un qui écrit « Ah, moi j'ai vu ça, ah, moi j'ai… » on est tellement dans le hors norme et dans l'hétérogénéité et dans ce qui ne peut pas se mesurer que il faut rester là. C'est-à-dire, on a un individu qui est
c'est clair, puis tu l'as nommé plutôt, puis je trouve que ça représente tellement bien ce que c'est le THPI. C'est l'écart à la norme est juste trop grand pour être comblé. C'est l'élastique de la norme ne s'étire pas jusque-là. L'adaptation est naturellement et intuitivement est tellement difficile. Mais, j'y tiens, c'est encore plus de responsabilité et de devoir de cette personne-là d'y arriver dans ce qui va être important pour ce THPI ou cette THPI-là. Moi, je trouve souvent encore plus souffrant de voir des gens qui ont un si haut potentiel possible de contribuer à la société de demain de mes enfants, mes arrière-petits-enfants, puis toutes les autres que j'adore, puis, et qui s'écrasent dans les misfits qui ça vient avec. T'as pas le choix, ça vient avec. Maintenant, ça veut pas dire que tu es obligé de souffrir le martyre et qu'on fait rien pour toi. Moi, une de mes spécialités, vraiment, ça s'appelle l'accélération radicale. C'est extrêmement rare. C'est documenté aussi dans la littérature, surtout américaine. Mais c'est quand le milieu scolaire ou l'école en général, l'élastique peut pas s'étirer jusque-là. Il y a des limites pour le milieu scolaire à accueillir un enfant de 9 ans au secondaire. Ça marche pas. Donc, on a cette notion qu'on appelle l'accélération radicale. En général, c'est quand on dépasse 2 ans d'équivalent de saut de classe. Donc, peu importe comment on le fait. Le milieu scolaire, c'est souvent trop pour eux. Si on a un enfant qui est extrêmement précoce au niveau de la puberté, on a déjà réussi un 2 ans et demi là, à rester dans le milieu scolaire, mais il y a des conséquences pour une famille, pour plein de choses comme ça qu'on accompagne dans ce type d'accélération radicale-là. Il y a des grandes Ivy League universitaires qui ont compris à quel point c'est un potentiel de fou qu'ils peuvent avoir, parce que tu peux rentrer à Harvard à 15 ans sans aucun diplôme. Okay? C'est assez fou. Au MIT tout particulièrement. Il y a plein de choses possibles. Fait que c'est un hors norme assumé. J'ai une puce, elle est petite, mon Dieu, ça fait beaucoup trop longtemps, clairement, elle va rire de moi, c'est correct. Elle est rendue une adulte, mais qu'on avait rentré à l'université où habituellement on rentre vers 18 ans, elle en avait 14 à peine. La jeune de 14 ans qui est entrée à l'université, ça a été difficile, je ne vous cacherai pas, mais je vous promets qu'on ne l'a pas brisée. Cette jeune ne pouvait pas s'adapter et ne voulait pas s'adapter. Et c'était juste inutile. Vous n'avez pas idée comment c'est. Je vais donner un autre exemple très THPI là, d'un autre petit coco qui m'avait... il est encore une fois, il n'est plus petit coco, là, mais à l'époque, il l'était. Là. Bon, il rentre à la maternelle, donc vraiment au début de l'école. Puis, il avait tellement hâte d'arriver à l'école. Puis là, je le voyais, il rentrait à l'école, je le voyais le lendemain. Il vient me voir le lendemain et il est déprimé, là. Il a 5 ans. Il est déprimé. Non, il avait 4 ans. Il n'a même pas 5 ans encore. Déprimé, là. Déprimé. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que tu vis? Tu avais tellement hâte d'entrer à l'école. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, et là, il dit, mais il est vraiment, là, physiquement, là, ça... Il dit, mais Marianne, pourquoi il court après un ballon? Les autres. Puis il dit, puis là, j'essaie de pas rire. Il est mignon comme tout, il a 4 ans. Mais c'est très sérieux. Là, il dit, Marianne, je te jure, là, je te jure. Les autres enfants, à l'école, Marianne, ils sortent dehors quand ça sonne la cloche. Là, ils prennent un ballon, puis là, ils font
Là, ils rentrent. Là, ils sortent le midi. Là, ils prennent un ballon. Et ils font et ils rentrent. Après l'école, ils sortent dehors, ils font et ils rentrent. Et là, ils nous disent, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va jouer au soccer. Et man, c'est le ballon, ça. Là, ils prennent le ballon, ils font Je dis, mais Marianne, si c'est ça que l'école apprend aux enfants à faire, elle va vraiment mourir, la planète. Et il est en profonde dépression existentielle. Mais c'est normal. Et de recevoir par la suite un appel de l'éducatrice spécialisée à l'école qui panique parce qu'il est autiste pour elle. Il ne joue pas avec les autres enfants. Il faut lui apprendre à jouer. Il faut lui apprendre à jouer au ballon. Et là, mais on le voyait venir, on le connaît depuis qu'il est minuscule, ce poulet-là, c'est fou. Là. Bref, je savais. D'ailleurs, on avait déjà annoncé qu'on était là, qu'on était présent. Bon. Non, cet enfant-là, il jouera pas au ballon. Laissez-le aller à la bibliothèque, écrire une lettre au premier ministre, il sait lire, il sait écrire. Mais on a fini par de l'accélération radicale pour lui, c'était juste trop. Mais Marianne, les deux jeunes dont tu parles, là, et celle de 14 ans, ils sont pas à 145, ils sont dessus de 160, ceux-là. On a le plus petit, on n'a même pas mesuré son QI. Ça n'a pas été, c'est pas nécessaire. Non, mais c'est pas THP, c'est au-dessus de TTHP. Me semble-t-il. Ça, c'est juste, en fait, ce qui nous parle de THP, ce qui nous donne cliniquement, qui nous fait dire, voici un profil THPI fort probablement, c'est l'intensité du vécu, du ressenti, puis encore une fois, tout ça lié à ce cerveau plus rapide dans le traitement de l'information, qui connecte tout plus vite de façon intuitive, et donc ça amène un développement qui est intensément rapide et intensément intense, c'est bon, évidemment. Donc, c'est ça, une vitesse. Là, bon. Et additionné à cet écart avec la norme, le fonctionnement général des gens, tout ça. Donc, quand on a une asynchronie comme celle-là, qui est immense, tu sais, le petit garçon dont je te parlais à la maternelle, il lisait de façon autonome, là, il a appris à lire, pas de l'hyperlexie, de la vraie lecture, il comprenait tout. Et il écrivait, il y avait 3 ans, là, je veux dire, c'était, ses parents l'ont pas forcé, bons parents, tu sais. Donc, personne ne l'a forcé, je vous promets. Puis, c'est pas de l'hyperlexie et il n'est pas autiste. Non, il est juste extrêmement précoce dans plein de choses. Et pas dans d'autres, parce que il se fâche, il fait le bacon à terre quand sa mère dit non pour un yogourt. Là, okay? C'est un enfant aussi. Okay? Mais c'est tellement paradoxal, tout ça. Et donc, c'est ça le THPI, c'est l'intensité du traitement de l'information, de la pensée, de la vitesse, des émotions, de tout ça. Et cet écart immense qui est pas rattrapable, qu'on peut pas combler comme ça là, avec la norme, mais c'est aussi un immense potentiel de développement, de devenir et de contribuer à la société. Il faut pas oublier ce bout-là, c'est important. Ce petit gars-là, ce qui l'a sauvé dans cette année de maternelle, c'est la seule année d'école qu'il a fait, d'école en présentiel dans une école là, avec d'autres enfants de à peu près d'âge chronologique semblable. Ça a été d'écrire des lettres au premier ministre, entre autres, puis d'aller, on l'a engagé dans l'Amnistie internationale, on l'a engagé dans l'UNICEF, on l'a accompagné dans plein de choses comme ça pour qu'il soit engagé puis qu'il sente qu'il peut quand même faire quelque chose. Et on a utilisé cette année de maternelle, c'était l'idée d'ailleurs, parce que ses parents étaient prêts à l'accélération radicale très tôt. Mais moi, j'ai dit non. Il y avait le choix, là, je décide pas pour les gens, le premier. Mais je dis, moi, je pense que non, c'est pas une bonne idée, parce que il faut qu'ils vivent un peu, au moins, la norme pour mieux comprendre son identité et qu'on aille du concret à lui faire vivre. C'est en relation qu'on peut savoir
si on est semblable, différent. Et cette année de maternelle nous a permis de contribuer de façon majeure au développement de son identité. Et il a refait un petit bout dans un autre programme qui n'était pas régulier, mais avec des jeunes qui étaient aussi hors normes aux États-Unis, mais même, il était tellement, même avec des HPI, il était ailleurs, tu sais, donc, mais il l'a revécu à un moment où il se questionnait au niveau identitaire, donc ses parents l'ont inscrit ailleurs, il y a une bourse, en tout cas, tu sais, on a vraiment travaillé fort pour lui, et il l'a revécu, mais cette fois pour, entre autres, se connecter, du bénévolat. Ah, mon Dieu, qu'il a fait du bénévolat avec plein de causes différentes, pour se connecter au monde, à l'humanité, percevoir sa différence, oui, parce que c'est un fait, mais de voir comment il peut utiliser, construire qui il est pour améliorer le monde de demain. Et ce qui a changé sa vie, c'est l'Alzheimer de sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée d'Alzheimer et ça a changé sa vie. Il a décidé de devenir neurochirurgien. C'était là, ça a été. Donc, tout ce qu'on mettait comme morceau de casse-tête, tu sais, qu'on lui permettait de construire, à un moment donné, là, ça a fait, voilà, c'est ça que je veux faire. Et là, il fallait trouver un neurochirurgien qui acceptait de lui parler, parce que là, on a besoin de mentors, on a besoin. Et là, on s'entend, il a 11 ans. Et il veut devenir neurochirurgien. Sais-tu combien d'années d'études? Et là, tu n'as pas le choix, mon homme. Il faut que tu rentres dans les diplômes. Tu n'auras pas le choix d'entrer dans le cadre de l'école. On ne peut pas te donner un diplôme comme ça. Ça, il faut que tu répondes aux critères. Fait que là, il a rencontré un neurochirurgien, il peut assister à une chirurgie, il lui a fait parler de ses études, il dit « Oh, ça va être long. » Oui, ça va être long, c'est ton choix, mon homme. On veut t'accompagner, mais c'est ton choix. Il dit « OK. » Puis il est allé aux États-Unis, mais il est en médecine aux États-Unis, en pré-médecine, en fait, aux États-Unis en ce moment. T'sais, fait que c'est un par un, mais la clé, c'est de prendre conscience de cette différence sans oublier qu'on fait partie des humains. Et qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas... On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir... Quand on pense comme ça, on ne peut pas comprendre que les autres ne pensent pas comme ça. C'est un autre petit gars qui m'a marqué, qui m'a aussi bouleversée, puis qui illustre bien, pour finir ça, j'avais un petit gars de en première, deuxième année, là, un autre avec le petit toupette, là, c'était la mode des petits toupettes dans le temps, qui était référé par son directeur d'école que je connaissais bien, puis c'est un petit gars qui était hyper arrogant. Même avec les adultes, il était très hautain, très... puis c'était comme... Puis là, mon directeur d'école avec qui j'avais travaillé plusieurs années, fait que, on avait déjà parlé de douance, puis bon, puis il dit ah, il me fait penser à ce que Marianne décrit. Bon, fait que là, il me demande de l'évaluer. Bref, je l'évalue, on discute, puis après, on discute ensemble, puis là, je lui explique avec ses parents que son cerveau pense plus vite que les autres. Et là, il s'assoit, comme, je me toujours me souvenir sur mon sofa, on a des sofas, comme s'il s'écroule. Puis là, il dit, mais Marianne, ça veut dire que les gens ne font pas exprès? Et là, ça a été un changement pour lui drastique, là. Et il est retourné à l'école du jour au lendemain, et c'était « Vas-y, je t'écoute ». Et là, il a fallu expliquer la condescendance, ça c'était très drôle après, mais pour lui, là, il pensait que les gens le niaisaient, riaient de lui, parce que ses parents et lui, ils comprennent tout vite de même comme ça, puis pour lui, là, il rentre à l'école, puis il parle, puis le monde, il pensait que les gens le niaisaient. Donc, il était fâché, arrogant, hautain, lourd, puis, mais dès qu'il a compris, là, il était dans l'adaptation. Cette formulation, moi j'aime bien aller chercher des invariants dans le champ sémantique, je l'ai très souvent d'atypique et surtout THP et au-dessus. Ils disent mais alors ils le font, c'est ça, ils le font pas exprès, non, ils y peuvent rien, c'est pas de leur faute. Non,
Et alors, c'est un effondrement hein, pour certains. Oui, oui. Et je te dirais que il y a une culpabilité, une honte, parfois qui est saine. Parce que Fabrice, je t'annonce que si tu frappes quelqu'un, j'espère que tu vas te sentir coupable. Si tu frappes un enfant, j'espère que tu vas te sentir coupable. Quand on a fait quelque chose qui va à l'encontre de la vraie personne qu'on est, de nos valeurs, de l'humanité, point, je veux dire, on a raison de se sentir coupable. Okay? Donc, des fois, je vois des gens qui réalisent des choses puis qui se rendent compte de comment ils ont pu être pas fins, des fois, ou trop exigeants envers d'autres, revendicateurs, agressants, même parfois, bref, et qui se sentent après coupables, ben, tant mieux. Je veux dire, ça me rassure sur l'humain en toi. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette culpabilité-là? Je veux dire, la culpabilité, là, c'est l'émotion et la honte. Ce sont les deux émotions dans la théorie de Dabrowski et en général en psychologie, on reconnaît très forte pour le changement chez l'humain. Donc, mon Dieu, n'enlevez pas aux gens leur culpabilité, leur honte quand ils méritent. On va plutôt leur dire, ben, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Ben oui, mais ça, je l'ai eu beaucoup avec des chefs d'entreprise ou des managers. J'ai passé plus de 30 ans dans les organisations et qui disaient, mais en fait, de gens après, enfin, moi, je fais beaucoup de bilans, mes synthèses, qui disent, mais alors, j'ai maltraité des gens. Et je savais pas. J'avais pas la mesure. En fait, je n'avais pas la mesure que ce que j'exigeais d'eux était pas possible. Il y en a qui m'ont même dit, j'ai planté ma boîte. Si je vous avais vu avant, je pense que j'aurais pas planté ma boîte. Oui. J'ai maltraité des gens et j'exigeais d'eux des choses qu'ils pouvaient pas délivrer. Oui. Et c'est grâce à cette culpabilité ou cette honte ou cette souffrance-là qu'on peut déconstruire des choses pour reconstruire et construire et intégrer qui on veut vraiment être. Mais il faut pas la perdre. C'est important. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on se développe. Fait que c'est ça. Mais le THPI, c'est pour moi ça. Puis pas juste pour moi, là, aussi dans le peu qu'on a, qu'on connaît, puis mon expérience aussi, c'est l'unicité extrême, ultime. Et encore plus, je répète, quand on est dans le THPI, atypiquement au niveau neurodéveloppemental. Donc, on est dans le THPI twice exceptional ou le THPI TSA, c'est encore plus hétérogène. Donc, oui. Ouais, fait que l'unicité vient avec la solitude. On est seul, comme nous. Puis c'est important, il y en a pas d'autres. Et c'est aussi une acceptation qui est nécessaire. C'est pas en groupe et autour d'un repas dans un restaurant qu'on va améliorer ou inventer quelque chose ou révolutionner quelque chose. Ouais, c'est pas là. Souvent, c'est seul avec soi-même en laissant son cerveau travailler et vivre des choses et avoir des petites épiphanies ou bon, ça, c'est tout l'aspect créativité et innovation là, qui est un autre sujet. Mais c'est pas en groupe, tu sais, c'est pas fait que c'est ça. Plus les gens sont considérés éminents dans un domaine, donc pas juste doués, experts, talentueux, sont éminents, bref, talentueux, experts après. Éminent, là, oui, c'est sûr qu'on imagine très stéréotypement comme, tu sais, des génies, qui ont vraiment, tu sais, que tout le monde pourrait nommer Marie Curie, etc. Là. Ce sont des gens éminents. Eux, il y a des études qu'on appelle rétrospectives qui regardent ces gens éminents et qui vont analyser leur vie pour voir, il y a des choses en commun entre les gens éminents. Et une des principales choses, c'est le besoin immense de solitude. On n'a pas les mêmes besoins sociaux et si on est pris dans la prison de ce schéma social mais non, ça prend des amis. Mais là, c'est parce c'est sûr qu'on va souffrir parce que
oui, mais non. Puis là, les amis sont toujours en train de te refléter à quel point t'es pas adéquat ou t'es trop différent ou t'es pas... Ah. Donc, entre autres, ce petit gars-là, tu sais, le premier automatisme de dire, ben, clairement, il y a un problème social. Tu sais, non, il n'a pas de problème social, il n'a pas besoin. Donc, laissez-le aller seul. Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Ce qui est précisé dans les études américaines d'ailleurs, hein, il y a plus d'autonomisation et la construction est beaucoup plus individualisée depuis beaucoup plus jeune d'ailleurs, en termes d'arbitrage et en termes de processus d'évolution, de révolution. Est-ce qu'éventuellement, tu aurais des choses que tu aurais identifiées ou à préciser ou à singulariser sur la partie des femmes dans ce monde-là? Oui. C'est sûr que en étant, je dirais qu'il y a oui, la littérature, mais l'expérience aussi. Quand on est une femme, c'est encore aujourd'hui plus difficile de développer son plein potentiel, en général, qu'on soit doué, HPI, THPI, TWICE. Bon, maintenant, parce qu'entre autres, c'est les femmes qui, souvent, ont les congés de maternité, donc les carrières sont, au moment où on devrait être en train de pousser le plus notre carrière, ben là, on a les congés de maternité qui coupent ces lancers-là. Les femmes ont encore moins d'opportunités, encore en 2024, là, de certaines promotions parce qu'ils ont 32 ans puis que les gens sentent qu'ils vont avoir un bébé. Il y a bref, plein de choses comme ça. C'est encore une réalité. Il y a encore des inégalités sociales hommes-femmes qu'on a bien documentées dans les salaires, dans plein de choses comme ça. Bref, ça fait en sorte qu'on fait face à des obstacles liés au fait d'être une femme, plus effectivement tous les aspects hormonaux qui sont une réalité qu'on vit à chaque mois, mais qu'on vit aussi dans des phases comme la ménopause, qui arrive aussi dans une étape cruciale de développement professionnel et qui, chez certaines femmes, peut vraiment couper complètement la lancée de façon majeure. Je ne sais pas en France comment c'est, mais au Québec, on est en train d'avoir une belle discussion sociale sur l'utilisation des hormones, sur donc dépathologiser un peu tout ça, là, les hormones, la ménopause. Mais c'est important d'en parler, d'ajuster ça, d'en tenir compte. Et encore une fois, dans la conscience de soi, oui, il y a cet aspect-là. Mais de tout cœur, il y a des choses que les femmes peuvent apporter aussi, hein, qui sont que les hommes ne peuvent pas. Mais j'y tiens. Il y a moi, je vois souvent certains domaines, certains milieux typiquement très masculins. Par exemple, la gestion à un certain niveau de gestion, peu importe le domaine, où où c'est beaucoup d'hommes. Il y a un défi immense d'être une femme dans un milieu comme celui-là, où l'émotivité, où la collaboration, qui est plus typiquement femme, je dirais, et pas très valorisée ou peu, ou même voire ostracisée dans certains milieux. On est plus dans la compétition ou dans la comparaison sociale. En tout cas, bref, tout ça fait en sorte que nous, quand on a des femmes qui vivent des carrières de plus haut niveau comme ça ou qui veulent faire des choses puis qui ont un THPI, donc avec toute cette intensité, mais on a des coachs, entre autres, femmes, on va chercher des coachs qui ont fait ce type de carrière ou qui peuvent soutenir. On va développer les forces familiales, les ressources. Nous, on offre des ressources qu'on développe pour les femmes, pour les aider. Et on va aller réfléchir d'avance la trajectoire pour permettre l'atteinte, le développement de ce plein potentiel-là et soutenir le développement de l'identité et l'engagement social, tout ça. Fait, oui, il y a des défis, il y a des obstacles qui sont propres à,
Mais je pense que, sincèrement, quand on le réfléchit, encore une fois, le planifie, et qu'on utilise ce qu'on vit pour grandir et pour, on peut y arriver de façon assez exceptionnelle. Il y a des études qui moi, m'ont fait vraiment triper beaucoup dans un congrès il y a quelques années sur comment enseigner les STEM, là, qui sont les sciences, technologies, engineering et maths, à des femmes, à des jeunes femmes versus les garçons. En ce moment, c'est enseigné de façon très masculine à travers le visuospatial et moins à travers les arts et la créativité. Et il avait créé tout un programme super trippant où on enseignait ces matières à travers la créativité, à travers l'art, à travers plein de choses comme ça. Pour les filles, pour qui c'était mieux. Il y en a pour qui c'est mieux d'autres choses, super, mais d'être comme mieux équilibré, donc dans ces domaines-là. Voilà. Puis des modèles de femmes qui sont, qui ont exprimé, qui ont développé leur talent et qui influencent leur société. Je pense que ça, c'est très important d'en parler et de se permettre d'aller en chercher plus. Des modèles de femmes qui réussissent, des modèles de femmes qui ont fait de grandes choses, que ça soit d'être la première ministre d'un pays, que ça soit... je pense que ça, c'est important pour les hommes aussi, quand vous avez des jeunes filles ou des femmes autour de vous qui ont des THPI tout particulièrement, on a besoin d'avoir des modèles qui nous correspondent. Puis en ce moment, c'est déséquilibré. En ce moment, où on veut se rendre, il y a plus de modèles masculins, ce qui donne le message social qu'on doit changer, qu'on doit devenir, qu'on doit mettre un faux soi, un costume plus masculin. Et là, il peut avoir des tensions et des souffrances internes qui se développent. Si on n'oublie pas qu'il y a des modèles féminins et qu'on se les note, qu'on va chercher du coaching, on va chercher, on peut construire une société de demain qui est très différente, très, très, très différente. On va peut-être commencer à atterrir. On est à plus de 4 heures. Écoute, je trouve qu'on est très bon. On a réussi à fermer bien des parenthèses ouvertes. Oui, quand même. C'est sûr que moi aussi, je suis comme toi là-dessus. Je pourrais. Il y a même pour moi, même malgré les 4 heures qu'on vient de terminer, pour moi, il y a de la superficie, imagine là. Fait que je comprends le besoin d'approfondir plein de choses et ça me fait plaisir de collaborer, contribuer à transmettre tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut aider. Puis sincèrement, Brice, pour moi, la théorie de Dabrowski, ce qu'on fait, je t'avoue que ça, c'est quelque chose qui me ferait grandement plaisir qu'éventuellement on puisse peut-être transmettre aux gens. Je suis sans mots encore à quel point c'est puissant de la maîtriser pour soi et pour les gens avec qui on travaille, que ce soit comme coach ou comme professionnel qui fait quoi, peu importe quoi. C'est très puissant. Ouais. Très bien. Je te propose, on ferme parce que c'est encore une ouverture, mais Dabrowski, c'est passionnant. C'est complexe, donc ça requiert du temps. Il faut pas le galvauder. Il mérite pas ça. Non. Merci infiniment, Marianne, d'avoir accepté, d'avoir pris le temps qu'on discute, parce que tu as un agenda qui est assez chargé, et on a pris le temps. Je te remercie infiniment, et qu'on ait pu se promener comme ça, parce que avec ta voix de jeune fille, c'est très bien. T'es venu en mode adolescent, t'es venu avec ta dysynchronie. C'est très bien, on est dans le ton. En fait, on l'a vu, ta dysynchronie. On a vu ton décalage. Ah oui, je vais rebondir là-dessus parce que il y a la dysynchronie j'ai perdu son nom, de Jean-Charles Terrassier. Et moi, je parle d'une dysynchronie adulte. C'est-à-dire qu'il y a la dysynchronie sociale où on n'a pas la même tranche d'âge. Bon, il y a ma caméra qui veut plus travailler. Il y a la dysynchronie sociale par rapport aux tranches d'âge et la dysynchronie interne
par rapport à la structure cognitive et émotionnelle et physique. Et moi, je vois la même chose à la fin. À la fin, parce qu'il paraît que je me rapproche de la fin, on m'a pas prévenu, et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Donc je suis un peu motivé malgré moi, si tu veux, par ce truc-là, que je suis pas d'accord. C'est-à-dire que la fin, un enfant atypique, il est vieux, surtout un THP, c'est un Bouddha, il est vieux. Et en fait, plus on vieillit, plus on rajeunit. C'est-à-dire que quand t'es jeune, tu vas avec des gens qui ont 20, 10, 30 ans de plus que toi. Et quand t'es plus âgé, tu vas avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que toi parce que c'est ta tranche d'âge. Plus on vieillit, plus on rajeunit. En fait, il y a une dysynchronie adulte où le corps, il avance inexorablement, qu'on lui a rien demandé. Parce qu'il y a un problème à la fabrication, ça merdait, il n'y a pas les bons logiciels. Mais le mental se développe et s'autonomise. Les interactions sociales fait qu'on est beaucoup plus jeune quand on est vieux que quand on est jeune. Et puis le corps émotionnel, alors il dépend un peu de la manière dont pour moi la génétique ou l'épigénétique, l'environnement, ce qu'on a fait de tout ça aussi, c'est un peu notre libre arbitre, qui est pas totalement libre par ailleurs. A fait de nous, mais je pense qu'il y a une vraie synchronie en miroir inversé. Encore ton intuition, mon cher, ça c'est pas une asynchronie, c'est même un autre nom, ça s'appelle la générativité. La générativité? Donc, oui. Donc, et j'ai même la question que je peux te donner qui nous permet de vivre éternellement. Le jour où ton corps va fermer les yeux pour la dernière fois. Ça va tous nous arriver. Oh. Qu'est-ce que tu vas avoir absolument voulu léguer, laisser, changer? Qu'est-ce que tu vas vouloir laisser de Fabrice Michaud aux 7, 8, 12, 20 prochaines générations d'humains? Rien. Répondre à ça, c'est s'assurer de s'y rendre et de terminer, de fermer les yeux de notre corps avec fierté, sentiment d'accomplissement et non dans le regret. Ouais. C'est ce que je te souhaite. Beaucoup d'atypiques ont ça. J'ai découvert ça par hasard parce que je n'ai pas ça. Moi, je m'en fiche complètement. Vraiment, je te promets, parce que la question, elle m'est venue il y a 15 ans. Et moi, rien du tout. Beaucoup d'atypiques ont ça. La seule chose que je souhaite, c'est pas laisser du bazar à ma fille, parce qu'elle a bien compris que j'avais mis du bazar. et que je veux régler. C'est mon seul souhait. C'est éviter du bazar à ma fille. Le reste, je m'en fiche. Et tu sais quoi, je parle pas de souhait. C'est la bonne nouvelle. Parce que moi aussi, j'ai plein de souhaits. J'aimerais. Mais tu sais que tu es déjà en train de faire un leg. Donc, clairement, il y a quelque chose d'important quelque part. Là. Parce que sinon, pourquoi tu fais ça? Fait que t'es déjà en train de contribuer à un monde de demain meilleur. Oui, je le fais, oui, bien sûr. Donc, c'est faux que c'est pas important. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu en fais autant? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu lâches pas malgré tout ce que tu as vécu dans les dernières années? Pourquoi? C'est pas nécessairement, sincèrement, un souhait. C'est plus profond que ça. C'est dans ce que tu fais. Oui, mais c'est pas la même question pour moi. C'est-à-dire, je fais mon job. Et je suis né comme ça. Je suis issu d'une famille de guérisseurs par ailleurs. Donc, je pense qu'il y a des trucs génétiques. Tu vois, je fais mon job et c'est même pas du plaisir. Je fais mon travail, je pense que c'est une vocation. Mais quand je fermerai les yeux, je veux juste être en paix. Après, je fais le mieux possible pour transmettre le mieux possible. Oui, après, qu'est-ce qui est en paix chez moi, si tu veux, quelle est la nature de l'équation. Mais je veux surtout pas laisser du bazar à ma fille. Et après, ce qui adviendra de ce que je fais, si tu veux, j'ai pas de copie, et plus j'avance et moins j'ai de copies, et j'ai de double. Je transmets ce que je peux, mais c'est intransmissible. Mais c'est très important. C'est pas, je pense qu'il y a des conceptions peut-être différentes c'est pas une question c'est pas du narcissisme ou comment je peux dire, une fierté, moi j'ai fait ça, ou pas du tout, ça n'a rien à voir. Puis le plaisir et le vocationnel, mon Dieu, c'est complètement différent. Moi, j'ai fait plein de choses
par sentiment de devoir, parce que je le dois, parce que c'est ma vocation et c'est pas du plaisir, là. OK, c'est pas ça, mais il faut le faire parce que je veux le faire. C'est important pour moi. Ça n'a rien à voir. Et le leg n'est pas socialement acceptable, d'être beau, ça n'a rien à voir. Rien. C'est très pour toi. Et être en paix avec soi-même quand on ferme les yeux pour la dernière fois, c'est exactement ce que Dabrowski amène aussi comme réflexion. Si on n'est pas en zone de conflit, on est en zone de paix intérieurement. Et pour ça, il faut avoir une direction, moi, voici ma vocation. Une vocation, ça se définit, c'est quelque chose, là, c'est pas, tu l'as pas pigé dans une boîte de céréales. Toi, en plus, c'est une vocation qui t'est même enracinée de façon héréditaire, presque épigénétique et intergénérationnelle. Donc, elle doit être forte, là, parce que les racines sont profondes, là, tu sais. Ça s'ignore pas. Donc, mieux tu le fais, plus tu as de chance d'être en paix, quand les yeux vont se fermer pour la dernière fois. Et la générativité, je te laisse lire sur le sujet, mais c'est ce qu'on vit. C'est cette période de la vie où on retourne vers les jeunes. Ouais. Où on change de... Générativité, hein, c'est ça, tu dis? Oui, ça s'appelle la générativité. Je ne sais pas du tout. Ouais. Bon, mais après, j'irai voir Casimir, si tu veux, quand je serai de l'autre côté. On fera des réunions, on pourra discuter, on fera des conférences, on aura l'éternité avec nous. Fabrice, si un jour tu prends l'avion, si tu peux, et que tu viens nous visiter, je te jure que tu vas pouvoir vivre un moment exceptionnel. Je vais t'inviter dans notre équipe et probablement que c'est ça. Je pense que ça serait un moment très agréable de te recevoir dans notre équipe pour un petit bout de co-développement. C'est exceptionnel comment ton intuition et qui est pas dans le vide, tu sais, qui évidemment, tu sais, qui est l'intuition clinique où c'est basé sur ton expérience, sur tout ce que tu as accumulé comme vécu personnel, professionnel, comme obstacle, comme tout, tu sais, mais je trouve ça fascinant de voir à quel point moi qui me suis cachée et protégée longtemps dans la littérature scientifique, je vois toi qui s'est lancé, qui a poussé dans le véhicule expérientiel, la pratique. Là. Puis là, on se rend compte en 2024 et tu sais, ça rime, c'est rassurant. Ouais, mais c'est ça qui est bien, la recherche, elle est toujours basée à la fois du théorique et de la praxis sur le terrain et d'aller-retour. Il faut une validation de terrain, il faut aussi pouvoir modéliser pour avancer, pour comprendre, et l'un peut pas s'exonérer de l'autre. La recherche en sciences, en physique nucléaire, elle s'est faite aussi comme ça. Alors soit il y avait des gens qui pouvaient se parler, soit ça crée des conflits comme partout, mais on peut pas exclure l'un de l'autre. Mais c'est rassurant quand on voit que ça va dans la direction, une direction qui fait sens. Je serais ravi d'aller te voir. Les enfants sont sur le bord de rentrer dans mon bureau. Il va falloir que je te laisse. Mais, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci Marianne. Bonne journée. Voilà, on a encore fait un magnifique voyage. Il y a tellement de choses à dire. Ce qui était intéressant, et j'espère que j'aurai d'autres types d'entretiens, c'est que on peut sortir de voix trop souvent un peu monocorde de ce qu'on peut trouver en France ou en Europe sur le sujet, et des mouvements et de ce qui se passe en Amérique du Nord, mais j'ai d'autres régions qui sont prévues. Du travail de sa clinique et tout le champ de développement, y compris avec Dabrowski, qui est extrêmement complexe, extrêmement passionnant, et d'aller prendre la douance dans le champ du développement versus un Polaroid,
c'est quand même plus intéressant, y compris pour les gens. Ça n'exclut pas que, évidemment, que les études sont intéressantes et que les Polaroids sont intéressants. Je suis ravi de cet échange et tout le travail, y compris le travail de recherche qu'a fait Marianne avec son équipe. Pour l'actualité qui nous concerne, notre livre est sorti depuis avril, depuis le 4 avril. 4/4/2024, il y a des jeux de chiffres, mais avec Élodie Crépel, c'est décidé, je change ma vie dans toutes les librairies, bibliothèques. Le livre est arrivé au Canada, là on est au mois de mai, donc je pense qu'il est dans un certain nombre d'autres pays francophones. Voilà, pour mes formations, donc pour les parties e-learning, il y a toujours des formations à distance sur le THP qu'on a vu. Moi, j'y travaille depuis plus de 10 ans sur les femmes HPI parce qu'il y a vraiment un sujet à part. Donc c'est en e-learning, en accessibilité autonome, avec des soirées que je propose, de soirées de rencontre où je suis là. Toujours en e-learning, il y a un programme sur la danse invisible, c'est-à-dire des trucs encore plus subtils, sur une formation qui s'appelle Survivre en milieu hostile, sur comment interagir avec les mondes compliqués quand on est atypique. En particulier, ça peut être les familles, ça peut être les organisations. Un nouveau programme depuis cette année 2024. Je fais ça depuis 20 ans, j'en ai échangé avec Marianne. C'est l'école de Palo Alto, l'orientation solution. J'ai dû former plus de 4000 personnes en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Afrique. Beaucoup dans les organisations aussi. Donc là, j'ai fait un programme tout public, ça n'existe pas à ma connaissance, pas dans le monde francophone. C'est-à-dire c'est une forme de communication non violente pour les gens, les parents, les enfants, les professionnels, pour interagir avec des ingénieries de questions, avec des outils de manière beaucoup plus opératoire et respectueuse. Je fais un deuxième niveau pour les professionnels, donc là ça va être beaucoup plus intense. Une formation moyenne, c'est 150 slides. Je crois que pour la journée tout public, c'est 180. Je fais deux programmes e-learning pour les professionnels. Un programme, il y a plus de 220 slides sur les champs scientifiques et théoriques. J'en ai mis un peu un bout avec Marianne, mais je peux en parler pendant des heures. Donc, structuraliste, post-structuraliste, constructivisme social et comment l'école de Palo Alto arrive là-dedans avec des contributions de la posture. Un deuxième programme sur les outils, je ne sais pas combien d'outils que j'ai rajoutés, et puis 2 journées présentielles Zoom en mode coaching. Ça, c'est pour les professionnels qu'ils acquièrent une practice rapide dans le cadre de cette formation. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Mais là on est en décalé dans les enregistrements, donc tous les 3-4 mois, vous avez toujours ping-pong live, c'est-à-dire que pendant 1 heure, je réponds à toutes les questions qui arrivent dans le chat. Voilà pour les programmations. J'ai encore plusieurs personnes en magasin, mais comme j'ai eu des gens qui se sont proposés et qui se sont déprogrammés, je dis plus qui j'invite. Ça sera plus simple pour moi tant que c'est pas enregistré. Voilà, mais j'ai plusieurs personnes en liste d'attente d'ici la fin de l'année. Merci pour votre participation. Merci vraiment pour votre fidélité. Pour vos retours. Si la chaîne vous intéresse, abonnez-vous, passez l'information, mettez des pouces ou je sais pas quoi, des étoiles à chaque fois, j'oublie, je suis pas très scrupuleux pour ce genre de choses, mais manifestez-vous. Sur la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don si vous trouvez que c'est intéressant et utile et contributeur pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. Merci encore à Gaëtan, qui est mon ange gardien et le chef opérateur sur cette chaîne, fidèle avec toute sa machinerie derrière pour gérer tout ça, faire les habillages. Et puis, bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous.